La première chose, tout simplement, on va faire très simple. Je vais vous demander de vous présenter en 2 phrases, très brièvement, pour que le public vous identifie et sache d'où vous nous parlez. Si vous voulez bien attraper les micros. Bon, voilà, écoutez, on commence, madame, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, ça fonctionne. Bonjour, je suis Frédérique Frisch du cabinet Berthier Consultant. Je suis consultante associée et notre activité consiste à accompagner les entreprises de taille et de secteurs d'activité différents dans le recrutement en France et à l'international. Merci, puisque vous avez le micro, je vous en prie. Bonjour à tous, alors Alexis Graff, responsable de production chez Gaggenau Industries, entreprise qui fait partie du groupe Bosch Siemens électroménager et entreprise de 310 personnes. Bonjour à tous, Loïc Jacquemin, donc d'Arboven France, entreprise de torréfaction d'un groupe européen en Allemagne qui distribue des marques de café qui sont connues au niveau de la région comme Brosio et Varka dans 2 domaines d'activité, la grande distribution et les cafés, hôtels, restaurants. L'entreprise est basée à Issenheim et compte 27 personnes. Bonjour, Jean-Marie Lorbert, directeur général de Flabeck à Saarwerden, en Alsace-Bossu, un site de 170 personnes qui est un des 7 sites du groupe Flabeck, un groupe de taille intermédiaire, transformateur du verre, en particulier pour l'automobile, le rétroviseur, le miroir de votre rétroviseur est certainement de Flabeck, et transformateur aussi pour d'autres applications dans l'électronique, l'électroménager et le médical. Gardez le micro, la première question est pour vous. Je voulais vous demander, par rapport à notre thématique, est-ce que le premier frein à la création d'emplois, ce n'est pas d'abord le business? Alors dans le secteur automobile, on peut s'interroger un petit peu sur ce point-là. Oui, bien sûr. C'est d'avoir le business, ça dépend du degré de concurrence. Dans d'autres cas, nous avons réduit sur les dernières années de 200 personnes à 170 personnes, tout simplement parce qu'on a dû absorber une baisse des prix sur le marché de 23%, parce que sur les 3-4 dernières années, nous avons une concurrence accrue d'acteurs chinois et thaïlandais. Donc ça a fait baisser les prix, ça nous a obligés à faire des efforts de productivité énormes, des efforts d'automatisation. Qui dit automatisation dit réduction des opérateurs de ligne et puis monter en régime d'autres personnes. Et le business maintenant? Et le business, maintenant, ça va. On se bat parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour maintenir une position forte sur le marché. Mais bon, c'est une bagarre de tous les jours. Alors, je vous demanderai évidemment en quoi consistera cette bagarre un petit peu plus tard. Mais je vais vous demander à vous, monsieur Jacquemin, en fait, comment vivez-vous le paradoxe qui a été souligné par tout à l'heure le président Leguet de cette situation où on a beaucoup de chômeurs et du mal à trouver des candidats? En effet, c'est un sujet qui est lourd et le paradoxe est énorme. On est 3 millions, 4 millions de chômeurs et des grosses difficultés, en l'occurrence pour moi-même, pour recruter. Moi, je pense surtout à la force de vente, aux commerciaux. Et j'ai l'impression que d'année en année, les formations, l'éducation, etc., ont fait qu'on est sorti de la valeur travail, qu'on est sorti de la valeur entreprise, et que tout doucement, on a du mal à inculquer à nos jeunes d'aujourd'hui ce que peut apporter la richesse d'une entreprise, la richesse de vouloir se lever tous les matins pour engager le business et le commerce. Et aujourd'hui, véritablement, ce qui nous manque, je pense, c'est tout ce qui peut être lié dès 15 ans, au niveau de l'apprentissage, par exemple. Si je compare à notre voisin, par exemple, qui est la Suisse, qui est à peine 100 km d'ici, ils ont plus de 40% de leurs jeunes de 15 à 19 ans qui sont en formation, à peine 10% en France. C'est un paradoxe qui fait que, automatiquement, quand les jeunes sont à un moment donné dans l'activité professionnelle, ils ont déjà perdu un tour sur toutes ces valeurs qui font qu'on va pouvoir être riche de travail. Si je comprends bien, c'est un frein. En fait, un frein manifeste, puisque vous avez du mal à recruter. Et vous n'êtes pas dans le secteur industriel. Je ne veux pas stigmatiser l'industrie, je vous rassure, messieurs, mais on a tendance à dire que c'est l'industrie qui a mauvaise image. En fait, même le commerce, vous avez du mal aussi. Tout à fait. C'est en effet, on peut dire, du col bleu au col blanc. On est tous concernés. Et moi, quand je parle de la force de vente, je suis en train de recruter, moi, sur la Champagne et sur l'Île-de-France. Paradoxalement, j'ai des grosses difficultés à trouver des candidats
de valeur et à la motiver pour poursuivre notre démarche de développement, ce qui est aujourd'hui étonnant. Alors, monsieur Graff, si vous pouvez juste passer le micro, merci beaucoup. Vous également, vous êtes donc sur un profil, cette fois-ci, d'industrie, et vous tenez un discours similaire. Il n'y a pas de candidat. Oui, tout à fait. C'est exactement le même constat. Donc pour nous, dans les métiers de la métallurgie, donc l'industrie, où effectivement, des profils techniques aujourd'hui, par rapport à des postes qui sont ouverts donc en CDI, eh bien, le constat, c'est qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas, typiquement sur des postes d'opérateurs régleurs sur presse hydraulique, dans les métiers de l'émaillerie où on est en train de monter une nouvelle section notamment, des postes qui sont ouverts, mais on ne trouve pas. Alors, je rejoins un petit peu effectivement mon voisin en disant, à défaut de profil technique, nous, sur ce dont on se recentre, c'est effectivement le savoir-être de la personne, l'envie, la motivation. Et bien même là, effectivement, il y a des valeurs qu'on ne retrouve plus toujours. Mais pourquoi, selon vous? Parce que le cœur du sujet, il est là. Le constat est effectivement partagé. Mais y a-t-il des responsables? Est-ce qu'il faut commencer à identifier justement des points d'amélioration? Alors, je pense que la responsabilité, elle est partagée, bien évidemment. Mais le constat, effectivement, nous, industrie, donc la métallurgie, c'est effectivement, je pense, un déficit en termes d'image auprès de nos jeunes, où ces filières sont abandonnées par ces personnes, où l'apprentissage, par rapport effectivement à nos voisins allemands, n'est pas autant valorisé que chez eux. Donc voilà, ça c'est des constats, et je pense que les leviers, il y en a ici, en valorisant encore plus l'apprentissage, mais aussi en donnant les moyens aux entreprises derrière de pouvoir garder les apprentis qu'ils forment. Alors, Madame Frisch, donc vous êtes consultante, vous l'avez expliqué tout à l'heure, donc vous avez une vision un peu transversale, un certain nombre de retours d'expérience qui vous sont faits par vos clients, tout simplement. En quelques mots, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a déjà été dit par vos prédécesseurs en prise de parole? Est-ce que vraiment, effectivement, il n'y a pas de candidat? Alors je rebondis tout à fait sur ce qu'ont dit ces deux messieurs. Sur les difficultés de recrutement de commerciaux, c'est quelque chose qui est marqué, quel que soit le domaine d'activité, et de plus en plus parce que les écoles forment beaucoup de managers des ventes. De plus en plus, les étudiants vont vers des écoles de commerce, et finalement des formations plus basiques ou de niveau inférieur, bac plus 2, sont moins répandues ou attirent moins. Donc la vraie dimension vente, à strictement parler, est difficile à trouver. Je rejoins. Quand elle s'associe à des connaissances techniques qui sont indispensables en mécanique, en automatisme ou d'autres, c'est un vrai casse-tête pour les entreprises. D'où la nécessité déjà d'intéresser les bons candidats en rendant les offres attractives. Ça, je pourrais en parler longuement si vous le souhaitez, ou développer ce point tout à l'heure. On n'aura pas le temps. Mais c'est vrai que ces points de postes de commerciaux ou de postes de mécaniciens, par exemple, ou d'opérateurs régleurs sont des problématiques qu'on voit chez nos clients. Alors justement, tout à l'heure, je vous demanderai de revenir un peu sur parfois quelques pistes qu'on peut suggérer pour faire sauter ces verrous, ces blocages. Mais avant, je vais vous demander de bien vouloir repasser le micro à monsieur Lorbert. En fait, vous êtes là trois à être intégrés à des groupes allemands, en l'occurrence. La question sera pour vous, précisément. On parle du coût du travail qui est supérieur entre la France et l'Allemagne. Vous, dans votre société, comment le vivez-vous et en quoi ça vous handicape éventuellement? C'est vrai que c'est pénalisant parce que dans des groupes à partir d'une certaine taille, il y a des comparaisons qui sont faites régulièrement, qui sont faites au moins à chaque projet, quand il y a plus ou moins appel d'offres sur des projets. C'est clair qu'il y a comparaison, et le fait d'avoir un coût de travail plus élevé, c'est pénalisant sur le projet. Ça peut être pénalisant sur le projet, si ça fait la différence. C'est au moins pénalisant en termes d'image. Ça fait que ça oriente plus facilement les projets dans un sens et dans l'autre, et donc il faut se battre encore beaucoup plus pour retenir les projets et avoir le développement. Alors, monsieur Jacquemin, vous nous disiez tout à l'heure effectivement que vous aviez du mal à vivre ce paradoxe du chômage de masse et de la faiblesse du manque de candidats, que vous estimiez que c'était un problème global, enfin très transversal. Pour la part, je ne vous demande pas de résoudre les problèmes du monde, rassurez-vous, mais que faites-vous au niveau de votre entreprise pour essayer
d'améliorer votre image, rendre le job attractif pour convaincre des gens de venir chez vous? D'être attractif, il faut déjà faire parler de nous, communiquer, donner envie. Donc la notion de motivation également. Et puis, tout à l'heure je parlais de la jeunesse, je pense qu'il faut l'intégrer tout de suite à l'esprit d'entreprise. J'ai par exemple une employée qui va avoir 38 ans d'ancienneté, donc c'est quand même assez formidable aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps d'anticiper et d'être proactif pour penser à sa succession. Elle a un savoir-faire énorme, elle a vécu des années différentes et elle a un vécu qu'il faut, je dirais, développer pour la jeunesse. Donc, en l'occurrence, l'été dernier, donc, on a mis en place une jeune en alternance qui est en BTS, qui vient à 60% chez nous et qui, pendant 2 ans, va récupérer tout le savoir de cette personne pour que, le moment venu, on pourra, je dirais, transmettre le relais. Et tout ça fait que, tranquillement, à notre rythme, en anticipant sur les ressources de l'entreprise, on arrive à amener ces perspectives dans la douceur et dans la sérénité. Et dans ces processus de recrutement, de recherche, est-ce que vous vous sentez aidé, soutenu, accompagné, ou est-ce que ça coince ici ou là pour des raisons de réglementation tatillonne, de manque de soutien aussi, peut-être de la technostructure qui regarde les entreprises en chien de faïence, bien souvent? Alors, disons, compte tenu de la taille de l'entreprise, 27, évidemment, je suis relativement seul pour diriger, pour trancher et pour avancer. Bon, néanmoins, c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré au MEDEF, c'est que je me suis entouré de personnes qui savent et qui, au terme de juridique, etc., m'aident au quotidien pour développer, entretenir l'entreprise. Néanmoins, il est évident que on est aujourd'hui esselé devant un environnement administratif lourd. C'est aussi, je dirais, c'est aussi envoyer un message dont tout le monde est au courant. Néanmoins, il est évident que si on était plus flexible, plus à l'aise dans le quotidien de nos relations avec les salariés et les administrations, on pourrait beaucoup plus anticiper, développer et, je dirais, dynamiser nos ressources et donc notre business. Alors, monsieur Graff, par rapport aux difficultés que vous évoquiez, vous avez engagé des actions de partenariat, notamment, entre autres, avec Pôle emploi. Oui, tout à fait. Quel résultat? Alors, résultat plus ou moins mitigé, je dirais, parce que on a effectivement un volant d'intérimaire, une 50aine en moyenne sur l'année, pour fluctuer la charge de travail. Donc, on a démarré un partenariat pour recruter donc, en CDD avec CDI à la clé, sur 5 postes, sur des postes d'opérateurs monteurs. Donc, sur une trentaine de candidats qui ont répondu à l'offre au niveau de Pôle emploi. Il y en a 15 qui sont venus chez nous visiter l'usine avec Pôle emploi. Sur les 15 qui sont venus visiter l'usine, il y en a 5 qui sont encore venus faire les entretiens. Et sur les 5, au niveau de l'entretien, en termes de savoir-être, etc., on en a retenu 1 à chaque fois par rapport aux campagnes. Donc on a finalement, sur les 3 campagnes qu'on a faites, embauché 3 personnes en CDD. Et sur les 3, malheureusement, il n'en reste plus aucune. Voilà, donc ça c'est un constat qui aujourd'hui, nous, dans notre entreprise, dans le cadre des métiers de la métallurgie, est un petit peu alarmant. Alors que vous avez mis en place justement des partenariats pour optimiser vos chances de succès. Tout à fait, on a des partenariats, on a également un nombre de formations en interne pour intégrer ces gens-là, pour leur apprendre effectivement les postes sur lesquels ils sont amenés à travailler. Mais voilà, le constat, il est là malheureusement. Alors, Madame Frisch, si vous voulez bien vous saisir du micro, je vais faire un peu la même remarque qu'à Monsieur Jacquemin. On ne vous demande pas de résoudre les problèmes du chômage et de l'emploi ce soir, rassurez-vous. Mais néanmoins, quand vous êtes en situation de conseil face à ce type de problématique, est-ce que vous avez des suggestions à formuler pour peut-être réfléchir autrement, trouver d'autres pistes et essayer de franchir ce verrou ? Oui, tout à fait. Alors, monsieur évoquait tout à l'heure le fait que finalement peu de candidats, d'une part, confirmaient leur intérêt pour le poste et qu'au bout du compte, parmi ces ce peu de nombre de candidats, peu nombreux étaient ceux qui restaient et qui se développaient durablement dans l'entreprise. Le constat, c'est que souvent, aujourd'hui, l'entreprise doit motiver les candidats. On est dans une situation où l'offre ne rencontre plus la demande et où le rôle peut-être d'un prestataire extérieur, justement, c'est de favoriser la rencontre qui va se faire entre le projet d'une entreprise et la réalité du marché. Alors,
améliorer l'attractivité de l'entreprise, c'est d'une part communiquer clairement sur le projet. Je ne veux pas généraliser ce qui peut se passer dans une entreprise ou d'une autre, mais nous constatons parfois que le chef d'entreprise communique autour d'un objectif et pas nécessairement sur sa feuille de route. Et comment faire venir à bord d'un navire ou d'un bateau de croisière des équipiers quand ils ne connaissent pas la route qu'ils vont parcourir ou les mers qu'ils vont traverser. Donc c'est vraiment être précis sur ce qui peut leur être proposé. C'est proposer également plus qu'un salaire, parce qu'aujourd'hui l'entreprise n'est plus seulement nourricière en monnaie sonnante et trébuchante, mais elle doit être nourricière aussi le plus longtemps possible d'un point de vue intellectuel et développement personnel. Donc c'est proposer des plans de carrière, c'est proposer des sujets d'intérêt transversaux, même sur des postes qui peuvent apparaître subalternes, c'est donner du sens au travail d'un opérateur qui finalement a perdu parfois le sens de la passion du travail qu'il fait. Donc ce que nous pouvons apporter, c'est de la communication, ou ce que les entreprises ont intérêt à faire pour intéresser un maximum de candidats, c'est communiquer le plus clairement possible sur la feuille de route, c'est leur donner envie par la présentation de choses conviviales. Combien de fois dans les annonces sont présentées des phrases sous l'autorité de vous aurez en charge l'application stricte des procédures. Ça ne fait pas vraiment rêver. Voilà. Donc, proposer une aventure plutôt qu'une liste de procédures. Alors, monsieur Lorbert, justement, une aventure avec une feuille de route et un objectif, les mers à traverser, comme vient d'évoquer poétiquement Madame Frisch, c'est ce que vous vivez, puisque vous avez des processus de recrutement quand même s'il y a eu la contraction de l'emploi, vous avez tout de même des recrutements, et notamment, vous aimez bien embaucher des stagiaires. Alors, en général, on aime bien se donner du temps. Et je crois que c'est ce qui est important, c'est qu'on ne recrute pas pour couvrir un besoin qu'on va avoir demain, mais qu'on recrute idéalement pour un besoin qu'on aura dans 6 mois, dans 1 an. Ça, je crois que c'est une des clés importantes, c'est de prévoir, de planifier et de se donner du temps, et de donner du temps aussi aux candidats ou aux jeunes embauchés, de faire partie de la société, d'apprendre le métier. Donc ça passe à travers les stages, comme vous le disiez, ça passe à travers l'apprentissage, ça passe à travers des remplacements ou des préparations de remplacement avec des doublons qui ne se font pas sur 2 mois ou 3 mois, mais plutôt sur 6 mois, voire sur 1 an, ce qui peut être un luxe, mais qui est très important. Et est-ce que ça passe au sein de l'entreprise ? Parce que vos cadres, vos tuteurs potentiels, ils ont d'autres choses à faire, j'en suis bien volontiers persuadé. Est-ce que ce genre de message passe ? Ça, c'est là vous touchez du doigt effectivement le point, ce qui est le plus difficile, c'est de motiver, de faire bouger l'encadrement pour qu'ils acceptent d'abord de se remuer les méninges pour savoir quel projet de fin d'études, quel stage ils vont confier à des jeunes, donc en préparation, et puis après pour effectivement prendre le temps et les accompagner. Mais ça, je crois que c'est notre tâche de dirigeant de remuer notre encadrement pour faire ça. Alors j'aurai d'autres questions pour vous tout à l'heure, mais je me retourne de nouveau vers monsieur Jacquemin. Du mal à trouver des candidats alors qu'il y a tant de chômeurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme parfois on l'entend un petit peu, motiver différemment ou faire en sorte que les demandeurs d'emploi soient plus contraints, plus surveillés dans leur parcours de recherche et de retour à l'emploi ? Qu'en pensez-vous ? Il faut en effet faire très attention à ne surtout pas culpabiliser le chercheur d'emploi. C'est malgré tout une situation d'échec, et pour l'ancien salarié et pour l'entreprise. Et aujourd'hui, quand une personne se trouve au bout de 6 mois, 1 an, 18 mois en recherche active d'emploi, elle est forcément plus à blâmer qu'à culpabiliser. Néanmoins, je suis moi persuadé qu'en mettant des outils de contrôle plus stricts, plus sûrs au niveau des postes à pourvoir et des recherches actives, on pourrait mettre facilement beaucoup plus de temps pour que le chercheur d'emploi devienne automatiquement un nouveau salarié. Je m'explique. Si par exemple le chercheur d'emploi a déjà une activité sociale dans son quotidien, 2-3 heures par jour, pour aider des jeunes à l'école, pour aider des personnes âgées, pour faire des espaces verts dans l'entreprise ou dans une collectivité, il reste acteur social pleinement et n'est pas totalement détaché de son environnement futur professionnel. Et ça, c'est important. Et également, si
pour un critère donné précis de métier. On a des solutions adaptées pour l'inciter à choisir l'emploi qui lui convient. S'il est fraiseur, automatiquement, on va lui proposer des postes de fraiseur. Il doit automatiquement s'intéresser à occuper ce poste et non pas le décliner pour différentes raisons. Je pense malgré tout que c'est la notion de projet qui va faire la différence et l'attractivité par rapport à ça. Alors, monsieur Graff, vous évoquiez à peu près le même genre de problème pour trouver pour voir les postes. Gaggenau Industrie, en banlieue de Strasbourg, c'est rive gauche du Rhin. Vous appartenez à un groupe mondialement connu qui a fait parler de lui ces derniers temps dans l'actu sur un certain nombre de sujets importants en France. Et de l'autre côté du Rhin, à 10 km, l'image de l'industrie est très bonne. Oui, effectivement. Comment vivez-vous ça au sein du groupe, justement, auquel vous appartenez ? C'est vrai qu'on a la particularité dans notre entreprise d'avoir donc notre président qui est effectivement un dirigeant allemand et qui nous titille toujours un petit peu au niveau du comité de direction sur la comparaison franco-allemande en termes de coût du travail, bien évidemment, mais en termes de flexibilité également, il faut le dire, où effectivement les entreprises françaises n'ont pas la flexibilité de ces entreprises allemandes par rapport justement au code du travail, à tout ce qui pèse en termes on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans le film, tout ce qui pèse et puis qui verrouille un petit peu cette avancée au niveau des entreprises. Donc ça, on le vit au quotidien. Effectivement. Alors, Madame Frisch, comme l'heure tourne, malheureusement, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais je voulais vous demander en fait un point très précis. Vos clients, je pense, passent leur temps à se plaindre des contraintes du Code du travail, de la législation, etc. Vous confirmez, je suppose. Oui, absolument. Oui. D'accord. Alors, je voulais encore vous demander un point supplémentaire encore. Est-ce que le problème de carence de formation, notamment, je dis, point de vue linguistique, notamment vis-à-vis de l'allemand, est quelque chose qui est également pointé du doigt par certains de vos clients ? C'est une difficulté à laquelle nous sommes très largement confrontés dans les recrutements que nous conduisons pour nos clients. Les entreprises qui se développent aujourd'hui se développent nécessairement sur un périmètre international. Ça doit s'accompagner par une performance linguistique de niveau satisfaisant. Je n'ose même pas imaginer un excellent niveau de performance. On se contente d'un niveau très intermédiaire. Et clairement, c'est un frein majeur au développement des sociétés. Je compare à l'Allemagne une fois encore, je fais comme vous, mais la quasi-totalité des cadres de middle management dans les entreprises de quel niveau, de quelque type d'activité qu'il s'agisse, parlent anglais, ce qui n'est pas le cas en France. Donc la formation linguistique, si vous permettez, c'est un vrai juste problème. pour rebondir, allez-y, monsieur Graff, bien sûr. Puisque effectivement, dans notre groupe, on est mondialement présent. Donc moi, j'ai l'occasion effectivement d'aller visiter d'autres usines, aussi bien en Allemagne qu'en Turquie, qu'en Grèce dernièrement. Je suis effectivement frappé de voir des gens, effectivement, comme vous le dites, middle management, ou même des gens, on va dire, au niveau des ateliers de production, qui nous font des présentations à nous, responsables de production, quand on vient sur ces sites, dans un anglais parfait. Et ça, en France, on ne le trouve pas, malheureusement. J'ai le cas concret d'un client pour lequel nous recherchons une personne qui doit être bilingue allemand avec des compétences d'automatisme. Nous sommes aujourd'hui à la recherche de quelqu'un qui parle anglais, parce que l'allemand, vraiment, n'est pas une compétence que nous arrivons à trouver. Et pourtant, nous sommes bien placés géographiquement pour l'espérer. Effectivement. Monsieur Graff, quand vous avez le micro, imaginons maintenant tout d'un coup que vous ayez un pouvoir, un vrai pouvoir, au-delà de votre pouvoir de dirigeant d'entreprise, pour résoudre un des problèmes, un des blocages qui vous, pardonnez-moi l'expression, qui vous casse le plus les pieds au quotidien. Ce serait lequel que vous feriez sauter en priorité ? Je pense que c'est notre code du travail qui est trop rédhibitoire et qui nous verrouille. Alors, même question pour vous, peut-être, monsieur Jacquemin, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous auriez vraiment envie là, de pouvoir zapper instantanément si vous en aviez la possibilité ? Aujourd'hui, en reprenant le début de l'entretien de la table ronde, je parlais de valeur de travail et d'entreprise. Je pense qu'en 2014, 2015, 2016, etc., il devient complètement aberrant de quantifier le nombre d'heures
Donc moi, ce qui serait surtout là-dessus, sur la flexibilité des horaires dans l'entreprise, pour permettre aux entreprises qui ont du travail, qui ont du chiffre d'affaires à réaliser, de pouvoir le faire sans des contraintes d'heures supplémentaires, etc. Les fameux RTT, c'est vrai qu'ils nous pèsent, et ce serait vraiment, moi, un des premiers objectifs à supprimer. Alors, Monsieur Lorbert, vous avez le micro est juste là. Également, maintenant, imaginez-vous avec un bouton sur lequel vous appuyeriez pour faire sauter un de ces verrous, celui qui vous embête le plus. Non, avant ça, un gros verrou, je crois que c'est un état d'esprit européen, mais surtout français. C'est une frilosité par rapport au risque qui fait que chaque fermeture d'entreprise, chaque arrêt d'un job, c'est un cataclysme, alors que ça peut aussi être une chance de faire du nouveau. Alors c'est un défi, bien sûr. Pour beaucoup de gens, c'est difficile, mais dans d'autres pays, ce n'est souvent qu'un cataclysme, et ça fait que réduire le coût de séparation entre l'entreprise et l'individu, c'est très cher, mais les politiques n'osent pas vraiment aborder ça, parce qu'effectivement, il y a un état d'esprit dans cette société qui aborde le risque. Mais ça, on n'arrivera pas à le faire, à l'enlever avec en appuyant sur un bouton. Si on pouvait appuyer sur un bouton, c'est peut-être un point de détail, mais pour nous, pour l'Alsace, c'est important. En plus de superviser ce site à Zarverne, j'ai aussi pris la direction commerciale au niveau du groupe pour l'activité automobile. Et je cherche à renforcer les équipes, donc de préférence sur notre site en Alsace plutôt qu'à Nuremberg. Ça a été difficile de trouver des gens, en particulier parce qu'il faut bien sûr, dans un groupe allemand, que ces gens soient germanophones. Donc on trouve encore des jeunes qui, de leur environnement familial, ont une base, mais qu'il faut énormément travailler pour qu'elle soit opérationnelle. Donc pour moi, s'il s'agissait d'appuyer sur un bouton, ce serait de dire l'enseignement bilingue paritaire en Alsace ne devrait pas être une option. Cela devrait être la voie standard. Donc ça ne devrait pas être 8 à 9% d'une classe d'âge qui le suit, ça devrait être 90% d'une classe d'âge. Et là, il y a un travail de politique à faire, mais que le MEDEF et que les entreprises doivent appuyer pour qu'on arrive à une situation où l'Alsace n'est pas toujours à se comparer comme une région désavantagée, mais où l'Alsace est définitivement un gros avantage par rapport à d'autres régions européennes. Voilà, je pense, Monsieur Gattaz, que vous avez enregistré ces différents points.